Nous recevons aujourd'hui l'historien Jean-Marie Fallu pour parler de la parution de son nouveau livre « La fascinante histoire de Persée ». Fruit de 15 années de recherche, ce projet en 2 tomes vient combler un vide de près de 80 ans sur l'histoire de ce village iconique. Il nous présente aujourd'hui le premier volume, Le Royaume de la pêche, qui nous plonge dans le Persée d'antan, celui des pêcheurs et d'une vie rythmée par la mer, bien avant l'avènement du tourisme. Pourquoi Persée? C'est venu d'une recherche que j'avais eue, un mandat que j'avais eu de la ville de Persée en 2008, en vue de préparer ce qui est devenu le circuit patrimonial de Persée. Et puis, il m'était resté pas mal d'informations, de recherches également. On m'avait donné aussi un mandat pour répertorier des citations qui sont sur les bancs en Persée, etc. Alors, j'ai eu 2, 3 mandats de la ville de Persée. Et suite à ça, je me suis dit, ce qui manque à Persée, c'est vraiment un ouvrage, parce que le dernier ouvrage qui existe sur l'histoire de Persée, c'est Persée, écrit par le curé roi en 1947, donc ça fait 78 ans. Mm. C'est sûr qu'il y a eu des beaux livres de publiés sur Persée, au niveau de la peinture, des arts visuels, photographie, mais sur l'histoire comme telle, là, c'était un manquement. Alors, j'ai essayé, puis ça m'a pris 15 ans, là. J'ai commencé en 2010 et puis ça a sorti cette année, à compiler vraiment tout ce qu'il pouvait y avoir. Et l'histoire de Persée est tellement riche, mais tellement riche que ça débordait, là. Je ne savais Mm. plus par quel bout prendre ça. Et puis, les éditions Gide qui me publient ont accepté l'offre que j'ai faite de le publier en 2 tomes. Autrement dit, ce qui sort présentement, c'est le tome 1 qui s'appelle Le Royaume de la pêche. Et c'est pas mal le Persée d'antan, le Persée avant l'industrie touristique. Parce qu'on regarde le paysage de Persée, puis on reconnaît pas beaucoup le Persée comme lieu de pêche présentement. Et aussi l'agriculture, parce qu'on voit des gravures, des photographies, et tout ce qui est bâti derrière Persée, c'était des champs à l'époque. Alors, j'ai voulu faire une fresque sociale et économique du Persée d'antan. Donc, évidemment, ça porte sur l'histoire de la pêche au régime français, par la suite au régime anglais, jusqu'à la coopérative dans les années 1940. Mais j'ai voulu aussi aborder euh, mettre en contexte aussi l'histoire des insulaires, les gens qui ont vécu à l'île Bonaventure. Alors, il y a un chapitre qui porte uniquement sur les insulaires et le gros de l'ouvrage porte sur la vie en société, donc l'aspect religieux, éducation, justice, légende, maison élégante, etc. Alors, c'est ce qui est l'objet du premier tome qui vient de sortir. D'accord. Ce que je comprends, c'est que les 2 tomes, c'est pas forcément une chronologie, mais ça parle d'une facette de Persée qui est plus la mer et une autre parlera d'une facette plus agricole. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui, tout à Ouais. fait. Et puis, Mais ça euh, couvre le même temps, en fait. Est-ce que vous avez choisi d'aller d'une année précise à terminer une année précise en général pour vos 2 tomes? non, écoutez, évidemment, Persée, là, personne est insensible devant Persée. Euh, le charme de Persée, son célèbre rocher, à toute époque, hein, on en parle. Et puis, j'ai voulu vous montrer comment la société des Perséennes, les Perséens et les Perséennes, depuis le tout début, vivent dans un paradis, mais ils vivent dans un beau paradis, mais en même temps, leur travail était très dur. La devise de Persée, c'est vaillance et persévérance. Alors, à travers tout ce temps-là, j'ai voulu montrer que à toute époque, là, Persée, on découvre vraiment une histoire tout à fait fascinante, d'où vient le titre. Et puis, le côté de l'histoire humaine, le Géoparc fait un très bon travail au niveau de la mise en valeur de l'histoire naturelle, l'histoire géologique. Le parc du Rocher Percé, de l'île Bonaventure du Rocher Percé font de même au niveau de l'histoire naturelle, puis un peu aussi au niveau du patrimoine bâti, heureusement qu'on a à Percé des beaux éléments du patrimoine bâti qui nous rappellent justement le passé, sinon il faudrait le deviner. Alors,
C'est ça. Le but du livre, c'était de combler un vide au niveau de l'historiographie québécoise et gaspésienne et aussi mettre en valeur qu'est-ce que les gens de Percé ont de particulier. Et je me suis centré sur l'ancien Percé parce que Percé est une ville depuis 70 qui regroupe différents villages. Mais le vrai Percé, c'était vraiment le centre-ville. Ça équivaut Hmm. à peu près au site patrimonial de Pic de l'Aurore au Cap-Blanc. Alors, c'est ce que j'ai voulu mettre en valeur. Et puis, j'ai commencé par la toponymie. Quand on regarde les noms de lieux à Percé, contrairement à d'autres endroits en Gaspésie puis au Québec, il n'y a pas beaucoup de sang. Hmm. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment lié à la nature. C'est vraiment, euh, on a on a été fasciné par la configuration des paysages. Voyez-vous, quel plus beau mot que le pic de l'Aurore. C'est pour ça que j'ai appelé ça la poésie des lieux. Pic de l'Aurore, côte surprise, grande muraille. Tout est lié à la nature. Ce sont des thèmes là, vraiment, les trois sœurs, hein, les trois sœurs. On voit des falaises qu'on appelle les trois sœurs. Et Parce que puis, même si je me trompe pas, les autochtones considéraient cet endroit comme sacré, je crois, non? Il y avait comme quelque chose qui était oui, spécial à ben, l'environnement. les Mi'kmaq qui étaient à Percé, ben, il y a des autochtones à Percé comme ailleurs en Gaspésie, là, depuis 9000 ans, d'après Hmm. les sondages là, archéologiques. Maintenant, à l'arrivée des Européens, ceux qui sont en place, ce sont les Mi'kmaq. Et puis, en 1691, le Récollet, le père Chrétien Leclerc, va publier vraiment un ouvrage extraordinaire au niveau de l'ethnographie, les modes de vie des Mi'kmaq, qui s'appelle Nouvelles relations de la Gaspésie. Et puis là-dedans, là, vraiment, on a vraiment tout ce qu'on doit savoir d'après les yeux d'un Européen. Mais il reste que vraiment, il a vraiment étudié, puis il a vécu avec eux, et il les appelle les adorateurs du soleil. Au solstice d'été, les Mi'kmaq, là, ils présentaient leur nouveau-né là, au soleil. Une légende veut qu'à chaque solstice, que les Mi'kmaq grimpaient le mont Sainte-Anne, mais ça, c'est beau, mais c'est une légende. Ça n'a jamais été documenté. D'ailleurs, si ça avait été le cas, le père chrétien Leclerc l'aurait mentionné parce qu'il vivait été comme hiver avec eux. Mais il reste que Hmm. c'est des gens qui croyaient beaucoup à la divinité de la nature, particulièrement du soleil. Ah, intéressant. Est-ce Et que... puis, ben, le Oui. premier chapitre, évidemment, après la toponymie, porte sur le monde des pêcheurs. Hmm. Alors, les pêcheurs au régime français, c'est très important. D'ailleurs, Percé est à l'origine, c'est ça que j'ai voulu démontrer, est à l'origine de l'histoire de la pêche à la morue au Québec. Ça, c'est vraiment particulier à Percé. Euh, Déjà dans les années 1600, au milieu du 17e siècle, Monseigneur Laval, qui se présente à Percé en 1679, je pense, ou en tout cas dans ces années-là, non, excusez-moi, 1659, ben, il mentionne qu'à Percé, il y a une dizaine de navires morutiers, puis au-delà de 500 pêcheurs marins qui sont à Percé. Ça veut dire que pour l'époque, là, c'est équivaut au tiers de la population de Québec, qui était vraiment la capitale de la colonie de la Nouvelle-France. Alors, c'est quand même beaucoup. Vous allez me dire, oui, mais à Québec, ils étaient sédentaires, ils passaient l'année là, mais il reste que pour une population saisonnière de cette importance, il faut le noter. Et puis aussi, c'est l'endroit percé où on a créé en Nouvelle-France la première, sinon la seule seigneurie dite maritime. La seigneurie de l'île Percée qui a été concédée à Denis de la Ronde en 1672. Et dans cette seigneurie, contrairement aux seigneuries laurentiennes, où le seigneur était tenu d'habiter sa seigneurie, ici, il n'y avait pas une obligation.
parce que dans le fond, c'était une seigneurie liée à la pêche, donc c'était saisonnier. Le seigneur n'était pas nécessairement obligé d'y habiter. Alors, ce sont des particularités. Et puis par la suite, ben, on, on va voir que après la prise de la Nouvelle-France par les Anglais en 1760, ben là, on va voir que s'installe ici, comme ailleurs en Gaspésie, mais particulièrement en Percé, des compagnies jerseyaises. Donc, la compagnie Robin, déjà, voyez-vous, en 1700, autour des années 1770, là, il s'installe à Percé sur une base saisonnière, comme les Français faisaient. Alors, il commence à faire la pêche, saler, faire sécher la morue sur les rivages de l'Anse du Sud, puis aussi l'Anse du Nord, et également tout le littoral du Barachois de Malbaie, comme au régime français. Hmm. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que contrairement aux Français qui faisaient la pêche ici de façon saisonnière, euh, pour juste utiliser la ressource pour l'amener en France, ici, dans le fond, il y a eu il y a eu vraiment, sous l'impulsion des compagnies jerseyaises, un très gros effort de peuplement. Charles Robin avait besoin de pêcheurs, il a amené des Acadiens, des Canadiens français, et c'est comme ça que petit à petit, Percé s'est peuplé. Et j'ai voulu montrer aussi que on parle beaucoup de la compagnie Robin qui occupait l'Anse du Sud et où on peut voir encore aujourd'hui les bâtiments qui restent, la grange qui est devenue le centre d'or de Percé, la maison de l'agent, le Bell House qui était un bâtiment où logeaient les commis de la compagnie, et puis, etc., le Cook-Room, et puis, sans oublier le Chaffaut, qui est le musée Chaffaut aujourd'hui. Alors, on voit l'importance qu'a eu dans l'Anse du Sud la compagnie Robin, et le boutillier qui travaillait pour Robin, lui, va s'installer dans l'Anse du Nord. Et qui est particulier aux compagnies jerseyaises, c'est que, voyez-vous, John Le Boutillier était gérant de la compagnie Robin à Percé. Donc, il a tout appris son métier de la compagnie Robin. Et quand il passe sa compagnie, ben normalement, on s'attendrait que Robin va tout faire pour qu'il échoue. Non, non. Il y avait une solidarité entre les Jerseyais et puis aussi, ben, Robin contrôlait une grosse flotte de pêche. Alors, il savait que si le Boutillier, Billard, Lebas, plus tard, vont s'adonner à la pêche, mais ils vont avoir besoin de ces bateaux pour exporter leurs poissons en Europe. Et puis, je ne veux pas dire que le Boutillier n'avait pas de navires, mais c'est Robin qui avait la plus grosse flotte de navires. Alors ça, ce sont des particularités très intéressantes et aussi d'autres compagnies comme Lebas et Le Boutillier. On passe à Percé, puis sur un poteau, on voit ça, Valpy, V-A-L-P-Y. On se demande qu'est-ce que c'est, mais c'est une famille qui a eu son commerce. Et puis, pas seulement au niveau du poisson, ils ont développé l'élevage du vison, l'élevage du renard. Ça, il n'y a pas grand monde qui savent ça. Et puis, leur maison, ils ont une maison ancestrale là, qui est vraiment intéressant au niveau du patrimoine bâti. Et en même temps, c'est pour dire que les anglophones, par rapport à leur patrimoine, eux, ils n'attendent pas des subventions du gouvernement pour le préserver. Ils le préservent eux-mêmes. Ils en sont, c'est leur fierté familiale. Et comme par exemple, pour avoir accès à l'album de photographie de la famille Valpy, ben, ça m'a pris plusieurs années avant d'être accepté par eux. Et tout a débloqué quand je leur ai dit que Fallu, ben, c'est un nom d'origine jersiaise et que mon ancêtre avait été charpentier de navire. Alors là, ils ont trouvé que... Ils ont ouvert leurs voyez-vous, portes. alors, ils sont très, on dit privacy. Tu sais, pour eux, un Hmm. album de famille, là, ça reste dans la famille. Et puis, j'ai été vraiment très choyé de pouvoir utiliser leurs photos parce que vous allez voir dans l'ouvrage, il y a des photos inédites concernant la vie de ces familles qui étaient des familles à l'aise, là.
ils avaient un lac, là, puis ils se promenaient avec une chaloupe. On croirait une peinture une peinture des romantiques de la France du début du siècle dernier. Ben justement, je voulais vous demander, parce que là, vous ouvrez une petite porte sur une démarche que vous avez eue justement pour travailler pour faire ce livre-là, mais je comprends, en ayant écouté une autre entrevue que vous avez donnée, que ça a pris, c'est des années quand même de travail derrière ça. Puis même si on est intéressé par l'histoire, la recherche qu'il y a là-dedans, votre démarche, enfin, je comprends que vous avez eu des contrats, vous précisiez avant, ça vous a déjà nourri de stock, mais et là vous racontez cette histoire avec la famille Valpy, mais j'imagine que ça devait être juste ça, une succession d'essayer de percer dans des endroits, de trouver des documents. Comment vous décririez un peu un résumé de votre travail derrière ce livre-là, ou ces deux tomes? Ben, je suis parti de l'ancienne monographie du curé roi de 47 et ben, j'ai corrigé des choses. Il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes, là. Et puis, à partir de ça, ben, j'ai eu vraiment l'apport extraordinaire de Chantal Soucy, qui est une muséologue, ethnologue, qui a créé à Percé le musée La Promeneuse d'Oiseaux, un musée qui contient la plus grande collection d'art populaire de l'Est du Québec. Et Chantal est une femme très minutieuse, alors elle a fait beaucoup de recherches d'appoint. Et puis aujourd'hui, avec l'Internet, on peut faire des recherches là, dans des fonds d'archives qui sont vraiment numérisés. Alors, mais ça a été très, très long. Pour ma part, j'ai fait aussi beaucoup d'entrevues. J'ai rencontré, mon Dieu, j'ai 107 témoignages, des entretiens que j'ai eus avec des gens parce que qui ont connu Percé. C'est que ce qui est difficile, c'est souvent de faire l'histoire contemporaine. L'histoire jusqu'aux années 40, 50, ben, en général, les documents sont archivés. Mais quand ça touche les années 60, 70, 80, etc., ça, c'est difficile à trouver, puis c'est souvent de l'histoire orale. Donc, il Hmm. faut que, si vous me dites, ah, moi, j'ai été à Percé en 69 lorsqu'il y a eu euh, il y a eu comme tel un clivage avec la maison du pêcheur, etc. OK, mais c'est à quand, puis ça. Alors, vous me donnez votre version, mais moi, il faut que je la fasse vérifier avec deux, trois autres personnes, puis essayer de voir qu'est-ce, qu'est-ce qui concorde le mieux avec la réalité, parce que vous savez qu'un historien se base que sur des faits. Et des fois, ben, quand on n'a pas la certitude, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, ben, d'après deux, trois personnes là, qui s'entendent pas sur les dates, ça pourrait être telle date. Alors, on dit ça. Et il faut le dire aussi qu'il n'y a pas encore une certitude. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que l'ouvrage est publié, ben là, quelqu'un peut amener un document qui prouve que c'est telle date. Alors, c'est pour ça une fois qu'on publie, on est déjà dépassé. Et c'est ça qui est bien de l'histoire, dans le fond. Un historien publie son livre, un autre, à partir de ça, corrige des choses ou fait des ajouts. Alors, c'est comme ça que j'ai procédé, puis plusieurs entretiens également, des entretiens à plusieurs reprises, entre autres avec un monsieur, Vincent Garneau, qui est décédé maintenant. Mais Vincent, c'était le fils du protonotaire de Percé. Alors lui, jeune garçon, il se souvenait dans les années 40 de côtoyer les jeunes francophones, les méthodes, les bourgettes, etc. Et en même temps, les anglophones, les Biard, les Lebas, il a tout connu ce monde-là. Et puis ça, c'est précieux parce que c'est quelqu'un qui avait une grande ouverture. Il est devenu avocat, le monsieur, là, puis à sa retraite, là, il avait une mémoire extraordinaire. Alors, il m'a beaucoup aidé. Un autre important, c'est monsieur Jacques Baillargeon. Monsieur Baillargeon qui vient à Percé depuis les années 40. Alors, lui, aujourd'hui, cette année, il a 97 ans. Puis déjà, l'automne passé, je l'appelais, puis je m'excusais de vous déranger. Il dit non. Il dit, tu gardes ma mémoire vive. Alors, je trouve ça beau des personnes qui ont vraiment une mémoire là, phénoménale et dans quelques années, il n'en restera plus de ces gens-là pour témoigner des années 1940, 1950. Ouais, parce que vous allez même sortir des photos. Là, vous avez raconté une petite anecdote de la famille. Mon Dieu, j'ai oublié son nom, mais vous êtes pour aller pouvoir prendre des albums, des photos dans leur Ouais, Valpy, la famille famille Valpy, pardon, Valpy. c'est ça. Oui, oui, Donc, oui. et d'aller sortir ça et de le mettre dans la mémoire collective, parce que ça aurait pu rester enfermé dans un grenier Ben par la oui, tout à poussière. fait, Ouais, oui. ouais.
Ah oui, c'est vraiment. Intéressant comme Et, démarche. et puis, ben, comme je le mentionnais, le chapitre 3 du livre, ben, il porte sur vraiment comment la société, la vie en société a pris forme. Alors, on y parle du peuplement, de l'occupation du territoire, les voies de communication, l'emprise religieuse sur la société, sur la communauté des Perséens, la difficile quête de l'éducation, parce que les gens de Persée, c'était des gens fiers et libres. Eux, voyez-vous, des pêcheurs qui avaient pêché de génération en génération, bon, ben, ils partaient faire la pêche, puis ils voulaient avoir aucune contrainte. Et même, il y a l'anecdote de la baie des Marigots à l'île Bonaventure. Si une journée, il n'avait pas le goût de pêcher plus que ça, ben, il allait passer son après-midi à la baie des Marigots, puis après ça, il revenait en disant, ben, j'ai pas eu, j'ai pas pris. Mais euh, les Robins leur avançaient de l'équipement, tout ça, puis après ça, ben, ils se faisaient payer par le poisson qu'eux ramenaient. Alors, leur objectif, c'était la simplicité, vivre de façon simple puis sans contrainte. Alors, quand on est arrivé avec des taxes scolaires, ils n'ont pas tellement aimé ça. Voyez-vous, c'était des gens qui voulaient le moins de contraintes possible. Alors, c'était des gens aussi qui travaillaient dur, alors très, très dur, puis ils s'arrachaient une vie avec leur pêche, comme un peu partout en Gaspésie. Mm. Alors, souvent, ils étaient endettés, ils prenaient jamais le dessus, mais euh, ils finissaient toujours par survivre. Leur but, dans le fond, c'était plus de survivre que de vivre. Mm. Mais ils essayaient toujours d'avoir un bon sens de l'humour. Puis, une anecdote j'ai voulu monter. J'ai demandé à Mme Hélène Pelletier-Baillargeon, qui a fait ma préface, là. Elle est malheureusement décédée en février. Elle a très bien connu les gens de Percé, puis elle racontait que on demande à un pêcheur dans les années 60, vous faites quoi l'été par rapport à l'hiver, vos occupations? Ben, le pêcheur, avec l'humour caractéristique des pêcheurs de Percé, il disait, ben, l'été, on fait la pêche, puis on fait l'amour. Ouais, mais l'hiver, vous faites quoi? On fait pas la pêche. Voyez-vous, c'est. Mm. Et puis ça, moi, pour être venu à Percé en 69, puis par la suite, on se promenait sur le quai, là, puis on rencontrait des gens, évidemment, comme le légendaire Tilou, Séverin Langlois, qui nous racontait toutes sortes d'histoires comme ça, inventées. Et puis, ben, c'est pour montrer que ces gens-là prenaient le temps de vivre. Et Mm. puis, quand la pêche va finir, ben là, on va vraiment se verser vers le tourisme. Et puis, déjà, voyez-vous, au début des années 1900, et particulièrement quand le train va arriver à Percé, le train va arriver vers 1911, alors là, il y a beaucoup plus de touristes qui vont venir de Montréal, Québec, prendre des bains de mer et puis profiter de l'air salin. Mais déjà, les Américains y venaient. Et cet aspect-là, ça va être très important, mais dans le deuxième tome. Ah, Le d'accord. premier, c'est vraiment l'histoire sociale et économique, comme je viens de vous expliquer. Et par la suite, le deuxième tome, là, ça va être vraiment percer l'attrayante et l'inspirante. Autrement dit, percer comme destination touristique et aussi source d'inspiration pour les écrivains et les artistes. Parce que Percé était déjà attractif au 19e siècle, là. Des gens venaient, Arthur Bué en 1872. Après ça, bon, on connaît l'histoire de Frédéric James qui s'installe une villa en 1888, etc., etc. Puis avec l'ouverture de la ceinture routière gaspésienne, mais là, c'est sûr que là, Percé va connaître vraiment un tourisme populaire là, à partir des années 1930, 1940. Ah, vraiment intéressant. Je vois que le temps file, on pourrait en parler longtemps, mais j'aimerais peut-être m'arrêter deux dernières petites questions. Une sur le titre que vous avez choisi, et je sais que là, on voit quand vous soulevez des exemples, on peut comprendre pourquoi, mais vous avez quand même mis fascinante, puis je voulais vous demander pourquoi avoir choisi ce mot-là, qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans tout cet aspect-là en général de Percé, bien que vous avez soulevé quand même déjà quelques points, là, Ben, en quelques mots.
Ouais, quand j'ai débuté mes recherches, ben, je pensais savoir pas mal de choses sur les gens de Percé, mais j'en savais très peu. Et c'est à force de découvrir tout ça, puis des anecdotes à n'en plus finir que, voyez-vous, j'abordais la pêche, puis je trouvais ça fascinant ce qui s'était passé. J'abordais le domaine de la justice. Pourquoi on a placé un palais de justice à Percé et non à Gaspé? Alors ça, je trouvais ça fascinant parce qu'il y avait beaucoup de délits, toutes sortes des gens aussi de la ville qui s'en venaient à Percé, qui avaient fait un mauvais coup en ville, puis qui s'en venaient à Percé prendre un bateau pour s'en aller en Europe. Alors, quand j'abordais n'importe quel thème, je trouvais toujours ça captivant, fascinant. C'était toujours, Hmm. c'est le mot qui m'est venu pour le titre de D'accord. l'ouvrage. En tout cas, moi, ça donne vraiment envie. Les gens qui nous écoutent et justement qui n'ont pas encore eu accès au livre, tout ça, comment vous avez choisi justement de le distribuer? Où est-ce qu'on peut avoir accès Ben, au livre? il est disponible chez tout bon libraire. Et puis aussi, ben moi, j'en ai pour ceux qui veulent des ouvrages dédicacés, voyez-vous que j'en ai beaucoup des gens qui m'appellent qui disent bon, je voudrais offrir ça à mon père pour Noël, etc. Alors, j'habite à Seal Cove, moi, mais aussi à Percé parce que ma blonde vit à Percé. Alors, je passe pratiquement l'été à Percé. Alors, je suis rejoignable en tout temps pour des gens qui veulent vraiment avoir que je mette un mot pour ceux à qui ils offrent l'ouvrage et aussi ceux qui veulent se l'offrir. Hmm. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Marie, pour votre temps. Ben, c'est moi qui vous remercie, puis je vous souhaite un bon fin d'été.